Bonsoir à tous, merci d'être fidèles au programme d'ITV. Bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité. Les éditeurs télévisuels privés devront désormais s'acquitter d'une redevance mensuelle de 3 millions de francs CFA. Il s'agit des éditeurs dont les programmes sont diffusés sur la TNT, la télévision numérique terrestre. Les paiements de la redevance démarrent au mois de mars. Le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal marque son désaccord. Le CEDEPS juge le montant trop élevé. Suspension des travaux de construction d'une station-service à Kolda. Des habitats regroupés en collectif prennent le contre-pied des activistes. Ils demandent la reprise des travaux suspendus par le préfet. Selon les membres de ce collectif, l'impact positif de ce projet vaut plus que des intérêts crypto-personnels. Et enfin, d'édition comme chaque lundi, on vous propose la rubrique Enquête. Cette semaine, la rédaction s'est intéressée à la production de sel au Sénégal. La filière est en perte de vitesse à cause des importations évaluées annuellement à 100 000 tonnes. Voilà pour les titres, tout de suite les développements. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous le disais tout de suite, les éditeurs privés vont désormais s'acquitter d'une redevance mensuelle de 3 millions de francs CFA. C'est ce qu'a fait savoir la directrice générale de la Société de télédiffusion du Sénégal. Nafissatou Diouf est également revenue sur l'importance de maintenir ce montant à 3 millions de francs CFA. Je vous propose de l'écouter. Alors, le 15 février dernier, donc une ultime rencontre avait été proposée par le CNRA, accompagné du ministère de tutelle, dans le cadre de la finalisation des négociations pour le paiement des droits de diffusion. Et donc aujourd'hui, lundi 20 février, il nous avait demandé donc, de pouvoir les laisser se concerter. Et lorsqu'ils sont venus, ils ont effectivement dit qu'ils étaient d'accord sur le montant des 3 millions. Parce que c'est la parole du président qui porte aussi tout le segment des éditeurs de presse. Et à partir de ce moment, l'étape suivante, c'est que nous allons soumettre la grille tarifaire qui tourne à 3 millions, donc qui est fixée à 3 millions de droits de diffusion. Nous allons la soumettre, comme nous l'impose la loi, au CNRA, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Et dès que le CNRA va le valider, va la valider du moins, donc nous pourrons, puisque les contrats sont déjà prêts d'ailleurs, donc en tout cas pour l'essentiel. Aujourd'hui, nous avons des charges incompressibles. Le directeur technique est à ma gauche et la directrice juridique est à ma droite. Nous avons vraiment fait tous les calculs requis et nous ne pouvons pas, malheureusement, donc aller en dessous de 3 millions pour des raisons objectives et liées aux charges. Et parlant des charges d'ailleurs, je dirais même que nous n'avons pas facturé comme nous le voulions, en fait, tout le segment aujourd'hui des charges. Et comme vous le savez, nous avons une mission de service public. L'État nous a dévolu cette mission à travers la diffusion. Et donc, c'est eu égard à cette mission de service public que nous nous sommes vraiment attelés avec beaucoup de gymnastique à pouvoir vraiment arrêter la somme de 3 millions parce que aujourd'hui, avec les calculs, on était à peu près autour de 5 millions. Et par la suite, le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse a marqué son désaccord. Selon Mamadou Ibrakan, le montant fixé est excessif. Écoutons-le. Je suis au regret de dire que la rencontre qui a réuni le ministère, le CNRA, TDSSA et les éditeurs de télévision, cette rencontre-là n'a pas abouti parce que les éditeurs ne sont pas à même de s'aligner sur la proposition de l'État, des autorités publiques, pour le paiement immédiat de frais de diffusion d'un montant de 3 millions de francs CFA. De la même manière, il est aussi impensable que cette mesure tarifaire, cette grille tarifaire, soit applicable dès le 1er mars 2023. Et pour la contribution des télévisions, nous pensons que cela doit se faire de manière progressive. Le montant de 3 millions, nous ne le contestons pas, mais on ne peut pas nous imposer un paiement immédiat de ce montant-là.
Et c'est pourquoi nous avons préconisé que cela soit étalé sur 5 ans. 5 ans pour nous permettre de nous préparer à cette nouvelle charge qui est très importante, c'est 36 millions par an. Et nous avions demandé que nous payions un montant de 1 million plus 500 000 francs supplémentaires chaque année jusqu'à arriver sur 5 ans au montant de 3 millions. Et que cette mesure, pour nous permettre de nous préparer, parce que c'est une charge importante, comme je l'ai dit tantôt, que cela soit effectif à partir de l'année prochaine, après les élections du 25 février 2020. Et puis, gestion de la cité à Kolda, activistes et populations ne sont pas sur la même longueur d'onde. À l'origine du désaccord, la construction d'une station-service initiée par un promoteur privé, construction d'ailleurs suspendue par le préfet à cause de cette polémique. Le site en question est situé entre la rive est du fleuve Casamance et la route nationale numéro 6. Les détails dans cette correspondance de Seydou Diatta. L'entreprise Gueye Frères prévoit la construction d'une station de service sur ce site légalement acquis. Sauf que des activistes et autres acteurs de la société civile se sont positionnés en véritable poil à gratter pour le porteur du projet, au point de causer la suspension des travaux. Pour la première fois, la population prend le contre-pied des activistes. Certains de nos concitoyens se réclamant de la société civile ont levé la voix pour marquer leur désapprobation quant au projet de réalisation de cette station. Après avoir écouté et pris connaissance du cadre réglementaire qui régit ce type d'ouvrage, convoqué l'argumentaire juridique et administratif, force est d'admettre que la ligne de défense des contestataires n'est pas assez solide, puisque ne reposant sur aucune base légale, juridique, politique et administrative. Un constat qui nous a amené à nous constituer en collectif en tant que républicains et refuser le silence susceptible de complicité au dictat des activistes. Pour le collectif, l'argument des contestataires n'est pas solide, leur ligne de défense non plus. Et donc les autorités doivent s'affranchir du dictat des activistes, prendre leurs responsabilités et ordonner la reprise des travaux sans délai pour plusieurs raisons. D'abord, l'argument brandi par ces contestataires ne nous convainc pas. S'y ajoute que ce projet, au-delà de la création d'emplois, met en valeur cet espace longtemps considéré comme le sanctuaire des délinquants et source d'insécurité en plein cœur de la ville, dans un contexte où les autorités municipales mettent tout en œuvre pour faire de Kolda une ville attrayante, attractive, avec comme perspective la création d'une ville futuriste. Comment peut-on tolérer ces humeurs d'un groupuscule au détriment de l'intérêt général? Le collectif de Bouna dit oui à ce projet et invite les autorités à mettre toutes les mesures idoines pour que la reprise des travaux soit imminente. A signalé que l'entreprise a, dans le cadre de la RSE, également prévu d'aménager le site destiné au relogement des marchands déguerpis du marché central. Et à Hambourg, l'association pour le sourire de Malicounda a organisé ce week-end la deuxième édition du forum des associations de Malicounda. Plusieurs organisations de la localité ont exposé leur production. Objectif, trouver des partenaires et renforcer leur savoir-faire. Voici à ce propos Anta Sidibé, présidente de l'association au micro de Muntagakan. Beaucoup d'associations ne sont pas organisées, ne sont pas structurées, n'ont pas d'accompagnement. Donc quand on parle d'absence de structuration, forcément on parle de... C'est-à-dire association structurée ou le Mbotaïla. Que c'est pour les aider à mieux être accompagnés en tout cas dans la recherche de partenariats, de financement entre autres, mais également de se performer dans leur secteur d'activité respectif. Nous cherchons à plus les outiller, à plus les accompagner et c'est ce panel, c'est ce forum-là qui a permis cette rencontre et cette mise en exergue, cette mise en lumière en tout cas de certaines difficultés que rencontrent par exemple les femmes qui œuvrent dans
avec les produits halieutiques ou alors la transformation céréalière, entre autres. Et je ne peux pas parler de tout ça sans parler de l'art, parce que nous avons des artistes exposants qui ont pu poser à travers ce forum-là leur doléance à Monsieur le maire. Et de par sa visite, il les a entendus, je pense. Et puis ce week-end à Rufisque, le Conseil national des aînés du Sénégal a rencontré les personnes du troisième âge de la zone. L'objectif était de discuter avec les personnes âgées sur l'importance de l'accompagnement sanitaire. Plusieurs recommandations ont été faites aux aînés pour les aider à éviter de contracter des maladies chroniques. Les explications de notre correspondant à Rufisque, Babacar Seck. Ce que l'on voit se produire dans notre pays nous donne un pincement au cœur. Mais nous avons un rôle à jouer et des responsabilités à assumer. Ce sont nos enfants, ce sont nos petits-enfants qui sont à des points stratégiques. Et lorsqu'on les voit en ordre de bataille, ça nous fait peur. Parce que demain, l'avenir, cet avenir-là qui doit se construire aujourd'hui avec nous, doit être un avenir propre, tout comme l'écologie, etc. Maintenant, notre rôle de médiateur, de conseil, d'alerte, doit être senti dans toutes les communautés. Nous avons des représentants au bureau, par exemple, départemental. Le président du conseil départemental pourrait très bien prendre le taureau par les cornes, entrer dans les médias et parler. Il faut que les gens se parlent. Et il faut que les gens aussi se concertent. L'adversité ne sert à rien, ne fait pas avancer un pays. Nous avons intérêt à être ensemble, même s'il y a une diversité d'opinions sur des questions majeures, qu'on puisse partager nos points de vue pour avoir une ligne juste, une ligne équilibrée. C'était donc Mambiram Ouachi, président du Conseil national des aînés, qui s'exprimait sur la situation politique du pays. Je vous le disais tout de suite, ce week-end, le Conseil national des aînés du Sénégal a organisé à Rufisque, a rencontré à Rufisque les personnes du troisième âge. L'objectif était de discuter avec les personnes âgées sur l'importance de l'accompagnement sanitaire. Plusieurs recommandations ont été faites aux aînés pour les aider à éviter de contracter des maladies chroniques. Les explications de notre correspondant Babacar Seck. Le Conseil national des aînés du Sénégal était à Rufisque dans le cadre de sa tournée des départements de la région de Dakar. L'accompagnement sanitaire des personnes âgées était au cœur de la réflexion. Faire en sorte que cette politique à l'adresse des personnes âgées soit beaucoup plus consistante. Sur le plan médical, parce qu'il n'y a pas que ce volet. Et sur le plan médical, je dis, il y a quand même quelques avancées, et notamment avec le plan Sésame. Parce que la prise en charge, je dirais même pas la prise en charge, l'accompagnement des personnes âgées qui n'ont pas de retraite, ça doit apparaître dans le dispositif d'appui aux aînés. Alors, sur le plan sanitaire maintenant, nous nous évertuons, grâce à l'Expertise France qui finance un tout petit peu ce projet, de faire en sorte que les populations soient sensibilisées sur la question de la santé communautaire. Et ça traverse, c'est transversal. C'est les jeunes, c'est les femmes, c'est les enfants et c'est les personnes âgées. Souvent victimes de maladies chroniques, des recommandations ont été faites aux personnes âgées pour réduire les risques. Que ce soit l'hypertension artérielle, que ce soit l'obésité, que ce soit les cardiopathies, que ce soit le diabète, la sédentarité, ça joue un facteur tellement déterminant. À côté de ça, il y a l'alimentation. L'alimentation qu'il va falloir revoir. D'ailleurs, comme suggestion, on avait même émis d'essayer d'organiser une autre rencontre où va prendre part un nutritionniste pour quand même aider ces sujets âgés à voir quelle alimentation ils doivent prendre pour avoir une bonne hygiène de vie. Dans sa volonté de mieux accompagner les personnes âgées, le Conseil national des aînés du Sénégal compte faire tous les départements du pays.
Et à Ziguinchor, sur les 25 engagements pris par l'État du Sénégal lors du Conseil des ministres décentralisé, 19 ont été réalisés. Les projets ont coûté 76 milliards de francs CFA, selon le gouverneur de la région. Et en plus de cela, les collectivités locales et ONG en partenariat avec l'État ont investi 178 milliards de francs CFA. Guédou Diouf, gouverneur de Ziguinchor, nous livre plus de détails au micro d'Assanba et d'Audo Sambou. Il s'agissait pour nous de faire d'abord le point sur les engagements de l'État pendant le Conseil des ministres délocalisé du 27 juin 2015. Et sur les engagements de l'État, on avait répertorié 25 engagements. Sur les 25 engagements, nous avons noté que les 19 sont déjà réalisés pour un volume global de financement de 76 milliards. Et pour il y a 3 engagements qui sont en cours de réalisation et nous avons 3 engagements qui n'ont pas encore connu un début de réalisation. À côté des engagements pris lors du Conseil des ministres, l'État a investi dans le cadre de projets et programmes beaucoup d'argent au niveau de la région pour prendre en compte les préoccupations des populations. À côté de l'État, les collectivités territoriales également ont apporté leur concours à l'effort de développement, à côté des ONG qui ont participé également à cet effort. Donc globalement, on a noté que dans cet effort de développement, l'État prend la part de 93% et les collectivités locales 4%, les ONG 3%, ce qui fait un montant global d'investissement de 178 milliards au niveau de la région, de la part de l'État, des collectivités territoriales et des ONG. Et puis le directeur technique de l'Académie de foot Paris Saint-Germain est en visite de travail au centre de Nguyen. Benjamin Houry, qui s'est félicité du travail des responsables de l'Académie parisienne, n'a pas manqué de souligner l'important réservoir de talent dont dispose le Sénégal. Plus de détails avec Muntaga Khan et Mamadouba. Donc, en tant que directeur technique de la Paris Saint-Germain Academy, je viens plusieurs fois par an pour mettre en place la méthodologie du Paris Saint-Germain ici dans notre académie au Sénégal. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'académie Paris Saint-Germain Academy au Sénégal, comme toutes les autres académies, utilise la même méthodologie d'entraînement qu'au centre de formation du club. Et donc les éducateurs sont formés à notre méthodologie qui est de créer des joueurs intelligents. Et je suis super satisfait de savoir que c'est en train de très bien fonctionner ici à l'académie, parce qu'on a de très bons joueurs, très bons éducateurs, et il y a énormément de perspectives pour eux dans le futur. Je viens souvent ici, donc je connaissais les lieux, mais l'infrastructure pour les enfants est extraordinaire. Ils ont toutes les conditions en place pour vraiment s'entraîner dans des conditions d'élite. Ils s'entraînent tous les jours, donc la progression par rapport à la dernière fois que j'étais venu, que ce soit les joueurs ou les éducateurs, a vraiment évolué, donc c'est très très positif. Donc c'est vraiment ça qui m'a marqué. Vous avez de très bons joueurs au Sénégal et ici, vous avez réussi à créer un groupe élite qui est très performant. Donc techniquement, les joueurs sénégalais sont très développés. Et en France, Habib Diallo a marqué ses 11e et 12e buts de la saison. Bamba Dieng marque son premier but avec Lorient en Angleterre. Gana Gueye et Nampalys Mendy enchaînent de bonnes performances. Et en Espagne, Pape Gueye et Youssouf montrent un grand niveau de forme. Le Tour d'Europe des Lions, c'est avec Cher Diop. En France, d'abord, un doublé, c'est ce que Habib Diallo a marqué ce samedi lors de la victoire de Strasbourg face à Angers 2-1. Il porte désormais son compteur à 12 buts en 24 matchs de championnat. Abdallah Semaï, Ibrahim Niane étaient aussi de la partie. John Lepi l'était aussi avec Reims qui concède le nul face à Nice. Enfin, le premier but de Bamba Dieng avec Lorient. C'est un penalty transformé lors de la réception d'Ajaccio au Moustoir et les Merlus s'imposent 3-0 face aux Corses. Crépin Diatta était aussi titulaire avec Monaco qui s'est défait de Brest 2-1. Ismaël Jacob de même que Noah Fadiga ont joué en deuxième période. Mory Diaw et Clermont ont été défaits par contre par le Stade Rennais 2-0. En Angleterre, deuxième victoire en 3 matchs pour Idrissa Gana Gueye et Everton. Titulaire comme d'habitude dans l'entrejeu des Toffees,
Ils se sont imposés 1-0 face à Leeds United. Nampalys Mendy a aussi débuté avec Leicester qui s'incline malheureusement face à la puissance de Man United, 3-0. Pape Matar Sarr lui est entré en cours de jeu dans le derby londonien remporté par Tottenham 2-0 face à West Ham United. En Espagne, pour finir, Papa Alassane Gueye était titulaire avec Séville et Pathé Ciss est entré en cours de jeu, mais les deux équipes se neutralisent 1 but partout. Youssouf Sabaly lui a disputé l'intégralité du match de Betis Séville qui l'emporte devant le Real Valladolid 2-1. L'industrie agroalimentaire sénégalaise importe chaque année près de 100 000 tonnes de sel, des importations qui causent d'énormes difficultés aux producteurs locaux. Ils ont du mal à écouler leur sel. À Saint-Louis, par exemple, les femmes productrices de Ngaïngaï demandent une restructuration du secteur sel. Une filière en perte de vitesse est un sujet de Younoussa Gueye et Mokhtar Seck. Il est 12 heures. Le soleil est au zénith à Ngaïngaï, capitale du sel de la région de Saint-Louis. Ici, le secteur se féminise, l'extraction est le domaine exclusif des femmes aujourd'hui. Le travail est harassant et accompli dans des conditions pénibles. L'obtention de cet or blanc passe par différentes étapes toutes éprouvantes. Aïda Mbaye, à cinquantaine, répète ses gestes depuis 8 heures. À l'aide de morceaux de bois, elle tape sur le sol pour séparer le sel du sable avant de le gratter. Vous m'avez trouvé en train de taper sur le sol pour séparer le sel du sable. Ensuite, à l'aide d'une truelle, j'ai gratté le sel avant d'en faire un tas. Certaines préfèrent se payer les services d'un enfant talibé qui, en échange d'une somme de 200 francs CFA par parcelle, gratte le sel et le verse dans un tas. Pour faire bouillir la marmite et supporter les frais de l'école, les femmes affrontent, sans sourciller, tous les risques du métier. Pas plus tard qu'hier, je suis tombée ici. Le sol est glissant, donc si on ne fait pas attention, on risque de se blesser. C'est un travail éprouvant pour une femme, mais c'est notre seule source de revenus. Elle travaille à l'aide de moyens rudimentaires, uniquement équipés en chaussettes lourdes, d'un morceau de bois, d'une truelle pour gratter le sel et surtout de lunettes pour se protéger les yeux. Le sel n'a pas échappé aux effets du changement climatique. Sa qualité se dégrade au fil des années, nous confie la doyenne des femmes qui s'activent dans cette filière depuis bientôt 20 longues années. Avant, le sel était de meilleure qualité et la récolte n'était pas si pénible. Mais avec cette poussière qui s'empare des lacs, trouver un sel de qualité devient presque une mission impossible. L'une des premières conséquences de cette rareté, c'est la baisse du prix de vente. Le sel devient de plus en plus rare aujourd'hui. Malgré cela, nous le commercialisons à bas prix. Voilà pourquoi je conseille souvent aux femmes de ne pas se précipiter à brader leurs produits qu'elles ont récoltés dans des conditions pénibles. En dehors de leur force de travail, ces femmes ne disposent d'aucun dispositif technique pour assurer un traitement correct du produit avant sa consommation. Nous n'avons pas de testeurs pour procéder à la vérification de la qualité du sel après emploi de l'IOD. Et pourtant, cette étape est obligatoire avant de vendre le sel dans les marchés. Environ 100 000 tonnes de sel sont importées annuellement au Sénégal par des industries alimentaires, ce qui entraîne naturellement une mévente du sel local qui perd d'année en année de sa prestige au grand désarroi des acteurs et principalement des femmes. Younoussa Gueye, merci. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet, le www.emedia.sn. Bonne suite des programmes sur ITV.